Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Léa Lugassi, coordinatrice scientifique de l'Association pour une agriculture du vivant. J'ai le très grand plaisir de vous accueillir pour cette troisième table ronde de la semaine, qui est consacrée aujourd'hui au stockage de carbone. Est-ce une opportunité économique, environnementale ou agronomique? C'est ce dont on va discuter aujourd'hui avec mes trois intervenants, que je vous présenterai dans un instant, mais pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, une petite question, vous le savez, c'est notre tradition. Cette question qui va s'afficher sur vos écrans, et qui est la suivante. Les glomalines, substances produites par les champignons mycorhiziens, représentent quelle proportion du carbone contenu dans les sols? Est-ce 1%, 5%, 10% ou 30%? Question technique, j'en conviens, mais vous verrez, c'est très intéressant. Vous avez allez, une petite dizaine de secondes pour proposer votre réponse. Il y a de tout, et c'est bien. Alors, les glomalines, donc ce sont des glycoprotéines que sécrètent plein de champignons, qui sont les champignons mycorhiziens, qui sont associés aux racines de la très très grande majorité des plantes cultivées. Et en fait, ils représentent environ, on estime, un tiers du carbone contenu dans les sols. On est même à un peu plus de 30%. Donc c'était 30% la bonne réponse, et vous voyez que c'est assez considérable. Et cette question introductive, je l'ai choisie pour vous simplement faire réfléchir au fait que quand on pense carbone, dans le discours ambiant, on pense beaucoup CO2, on pense à quelque chose qui est du domaine du chimique. En fait, le carbone, on va le voir, on va le discuter dans les sols agricoles, il est pour beaucoup biologique. Et donc ça, c'est un des aspects à bien avoir à l'esprit en attaquant ce débat. Alors, quelques mots d'introduction avant de vous présenter nos trois discutants du jour. Le but de cette table ronde, c'est un petit peu de faire discuter deux mondes qui aujourd'hui sont un petit peu séparés sur ce sujet du carbone. Alors, on a d'un côté le monde agricole, les agriculteurs, les techniciens, qui vont d'ailleurs avoir tendance à pas trop utiliser le mot carbone, mais plutôt le mot de matière organique, et qui justement en manquent assez souvent. Les sols s'appauvrissent en matière organique, sont pour beaucoup soumis à de l'érosion. Donc, quand on a de l'érosion, une forte pluie, on a la partie la plus fertile, normalement la plus riche en matière organique, qui file au cours d'eau le plus proche. Et ça a des vraies conséquences derrière sur la fertilité des sols, sur leur structure, etc. Et la matière organique, c'est vraiment la base de tout pour un sol. C'est à la fois la source de nourriture pour les organismes vivants, pour les vers de terre, pour les champignons, dont les sols ont besoin pour bien fonctionner, dont les plantes ont besoin pour bien se nourrir. C'est une des sources de la fertilité des sols, puisqu'elles peuvent, l'humus retient les éléments minéraux, les éléments nutritifs. Ça retient également l'eau, ce qui est une qualité non négligeable en période de sécheresse, par exemple. C'est un gage de bonne structure, etc. Donc les agriculteurs ont besoin de matière organique, qui contient du carbone, bien sûr. Et de l'autre côté, on a l'autre monde, le monde plus institutionnel, qui lui va parler de carbone, et souvent avec derrière l'idée d'atténuer un changement climatique, par exemple. On va avoir toutes les entreprises qui sont de plus en plus intéressées par l'achat de crédits carbone pour réduire leurs émissions nettes, et qui ont tendance à considérer plutôt le sol comme un puits, on va dire, dans lequel il faudrait séquestrer, emprisonner du carbone pour ne plus avoir trop de carbone au-dessus des sols et plus de carbone dans les sols. Et c'est dans ce contexte qu'a été lancé le label bas carbone, dont vous avez probablement tous entendu parler, lancé par le ministère de la Transition écologique, et dont les premières méthodes ont été validées et sont déjà disponibles. Donc, on a des méthodes pour les plantations de vergers, les haies, les grandes cultures sont en train d'arriver, et une de nos invitées pourra en dire un mot tout à l'heure. Et le but d'aujourd'hui, c'est de trouver le terrain d'entente entre les deux pour que le besoin impératif des uns, celui d'améliorer la manière dont les sols fonctionnent et leur teneur en matière organique, corresponde aux envies et aux besoins des autres, notamment acheter des crédits carbone et faire vivre ce marché-là. Et l'enjeu de la discussion d'aujourd'hui, c'est bien de faire discuter ces deux mondes, de trouver le point de jonction et de faire en sorte que tous ces deux mondes rentrent en synergie. Alors, je vais maintenant vous présenter les trois intervenants du jour que j'ai le plaisir d'accueillir. Alors, tout d'abord, Pascal Boivin. Bonjour Pascal.
Vous êtes professeur en sciences du sol à la Haute École spécialisée de Genève et membre du conseil scientifique de Pour une agriculture du vivant. Je vous en remercie. Morgane Enaf, vous êtes manager sur le sujet de la transition bas carbone de l'agriculture et des filières chez AgroSolutions et vous avez notamment piloté et contribué à la rédaction des méthodes du label bas carbone. Et enfin, François Moulias. Bonjour François, vous êtes directeur général de la Compagnie des Amandes qui a développé notamment la méthode bas carbone plantation de verger et vous avez ensuite créé la société co-responsable pour initier des projets dans le cadre du label bas carbone. Alors bonjour à tous. Et je vais commencer par adresser une première question pour, on va dire, poser des bases solides. Je vais adresser cette question à Pascal pour que tout le monde parte sur les mêmes pieds de compréhension. Est-ce que augmenter la matière organique dans les sols agricoles et stocker du carbone dans les sols agricoles, est-ce que c'est forcément la même chose? Alors, si on augmente la teneur en matière organique, en principe, on va stocker, mais pas forcément séquestrer. C'est peut-être là aussi, c'est là qu'il y a le plus de discussion, savoir si on a séquestré du carbone ou si on en a stocké. Si je prends tout le carbone qui se trouve sur une parcelle pour le passer sur une autre, j'en ai stocké, mais j'ai découvert Pierre pour couvrir Paul, et c'est un raisonnement qui peut être beaucoup plus général et jusqu'à l'échelle des territoires. Donc la séquestration, c'est lorsqu'on veut effectivement enlever du carbone de l'atmosphère, CO2, et enlever une quantité supplémentaire par rapport au système existant. Donc ce n'est pas déplacer du carbone. Et ensuite, il y a derrière aussi une notion de temporalité, c'est-à-dire de durée de cette séquestration sur laquelle on peut aussi débattre. Il faut. Voilà, donc ce n'est pas la même chose. Par contre, donc, teneur en matière organique et stockage de carbone, peut encore y avoir une différence. Si vous enfouissez des pneus de voiture, vous avez stocké du carbone, mais ce n'est pas la matière organique des sols. Donc, la matière organique des sols, elle joue un rôle énorme à la surface du sol, pas en profondeur, surtout là où il y en a, donc dans l'horizon A. Elle joue un rôle complètement déterminant sur toutes les fonctions des sols. Donc, celle qui intéresse les agriculteurs, c'est la production de biomasse principalement, mais aussi beaucoup d'autres qui commencent à intéresser de plus en plus beaucoup d'autres champs, qui sont ce qu'on appelle les services écosystémiques, pour prendre un exemple très simple, la régulation des crues. Voilà. Tout ça est proportionnel à la teneur en matière organique. Voilà. Alors, il y a d'autres facteurs, mais ces autres facteurs, on peut beaucoup moins facilement jouer dessus que la teneur en matière organique. Donc, du coup, ça a une très grande importance. Ça, c'est augmenter la teneur en matière organique. Ce n'est pas stocker des composants organiques. Donc, on peut mettre des biochars qui ont éventuellement un effet tout à fait inerte. On peut enfouir des pneus, ce qui a même un effet polluant. Ce serait encore du stockage. Voilà. Bien, merci pour ces précisions. Maintenant, je vais m'adresser à vous, Morgane, vous qui avez participé à l'élaboration de plusieurs méthodes. Alors, il y a dans le nom un label bas carbone, on parle bien de carbone, mais est-ce que derrière, plutôt dans les méthodes et la manière dont les outils ont été construits, est-ce que finalement on s'y retrouve et est-ce que c'est bien des méthodes qui permettent plutôt d'amener les agriculteurs vers l'augmentation de la matière organique et de la régénération des sols? Oui, tout à fait. Enfin, le label bas carbone, en fait, il a été créé. Enfin, c'est un cadre de certification. Donc, au début, le label bas carbone, c'est un peu une boîte vide qui a vocation vraiment à avoir un cadre de certification qui soit commun à tous pour qu'on parle tous le même langage quand les acheteurs derrière vont aller acheter des crédits carbone. Et donc ensuite, dans cette boîte vide qui est le label bas carbone, on range et on fait référencer des méthodes dont l'objectif, c'est que tout le monde soit d'accord avec ces méthodes et que le plus grand nombre puisse les utiliser pour qu'une même pratique qui soit mise en place par un agriculteur soit comptabilisée de la même manière par rapport à l'enjeu climatique, c'est-à-dire si un agriculteur plante un verger, que tout le monde soit d'accord sur globalement, on peut considérer que ça a stocké tant de carbone et évité tant d'émissions de gaz à effet de serre. Après, en soi, le label bas carbone, les méthodes qui sont approuvées peuvent être multiples. Voilà, on le voit sur la partie, il y a déjà des méthodes de plantation de verger qui existent, méthode L, la méthode carbone agri sur l'élevage, et puis effectivement la méthode grande culture qui est en cours d'approbation. Donc sur celle-ci, je peux vous en dire 2 mots parce qu'effectivement, je faisais partie du comité de rédaction. Et l'objectif de cette méthode, c'est d'avoir un peu un cadre, une méthode commune pour comptabiliser à la fois les émissions de gaz à effet de serre sur une exploitation de grande culture
et le stockage de carbone sur la base de la modélisation dans les sols. Et de vraiment avoir une approche de bilan carbone net, donc émissions de gaz à effet de serre et stockage de carbone à l'échelle des exploitations agricoles. Donc, ça va tout à fait dans le sens de la régénération des sols, puisque les méthodes qui sont dans cette méthode grande culture, elles vont permettre de comptabiliser avec la méthode et la méthode de modélisation qui a été retenue pour le moment, le stockage de carbone permis par des pratiques de régénération des sols. Après, ça ne veut pas dire que ça sera l'unique méthode qui sera valable dans le cadre du label bas carbone. On peut très bien imaginer qu'il y ait une méthode qui s'appuie non pas sur la modélisation, mais peut-être sur la mesure, qui sera peut-être plus adaptée à certains cas de figure. C'est quelque chose qu'on avait réfléchi notamment dans la méthode plantation de verger, d'avoir une approche plutôt avec des références scientifiques pas par modélisation, mais par référence, et puis une approche plutôt basée sur la mesure en disant, dans certains cas, on n'a pas de référence, ou alors on sait que les modèles ne sont peut-être pas encore très au point, donc on peut se dire, on va aller juste mesurer la teneur en matière organique dans les sols au début et en fin de projet, et puis c'est ça qu'on va valoriser en crédit carbone derrière. Et puis, effectivement, je rejoins la remarque de Pascal Boivin là-dessus, entre la différence entre stockage et séquestration. Justement, les cadres de certification tels que le label bas carbone, ils vont faire en sorte d'avoir des règles telles que des rabais pour gérer ce risque de non-permanence, parce qu'effectivement, certaines pratiques peuvent permettre de stocker du carbone, mais du carbone qui, dans certains cas, ne sera pas forcément permanent. Et ça arrive, c'est dur de maîtriser les pratiques sur des périodes très longues. Et donc, pour gérer ce risque, il y a des rabais qui existent sur les crédits carbone qui sont générés. Donc voilà, j'ai peut-être été un peu longue, mais il faut vraiment voir le label bas carbone comme un outil dans lequel on range des méthodes sur lesquelles tout le monde s'entend et qui va permettre ensuite de valoriser des bonnes pratiques, quelles qu'elles soient. Il n'y a pas de... Disons qu'il n'y a pas de... Le label bas carbone ne porte pas d'idéologie en soi, mais des méthodes sur la table pour valoriser des bonnes pratiques telles que des pratiques en faveur de la régénération des sols. D'accord, bien compris. Merci pour cette précision. Alors, parlons un petit peu justement de ce marché des crédits carbone dans lequel le label bas carbone s'inscrit. Est-ce que c'est aujourd'hui, d'après vous, un vrai levier économique pour la transition agroécologique? D'abord, est-ce que c'est une nécessité d'avoir une rémunération du carbone? Et alors, si ça l'est, très bien. Et sinon, si ça ne l'est pas, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui peut-être améliorer? On parle beaucoup du prix du carbone, dont on espère qu'il va monter. Aujourd'hui, il est, à ma connaissance, encore assez bas, autour de 35 € la tonne, ce qui n'est pas encore très, très, très stimulant, on va dire, pour les agriculteurs. On commence à monter des projets autour de ce LBC, dont on voit que pour un agriculteur, au vu de ce que ça peut rapporter, ça peut être vu comme un peu une charge qui n'est pas très rentable. Donc, est-ce que, par exemple, François, est-ce que vous, aujourd'hui, voilà, vous qui avez lancé Co-Responsable, justement pour permettre à des agriculteurs de bénéficier de crédits carbone, quel regard vous portez sur le marché tel qu'il est actuellement ou tel qu'il faudrait qu'il soit pour être un vrai levier? En activant le micro pour qu'on vous entende bien. François, ouais. Voilà, ça y est, je l'ai fait moi-même. Bonjour à tous. Bon, la première remarque, c'est que ce marché, il est encore balbutiant. D'abord parce qu'il y a peu de méthodes aujourd'hui approuvées. Ensuite, parce que ces méthodes, par ailleurs, sont encore... il y aura probablement des V2, des V3, parce qu'elles méritent toutes d'être optimisées, mais enfin, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, au moins, on a avancé d'une étape, mais on peut certainement encore les améliorer et donc améliorer la connaissance, nous permettant de mieux mesurer la capacité de séquestration ou de réduction d'émissions d'un projet agricole. Donc, c'est un marché balbutiant sur lequel un certain nombre d'acteurs se positionnent, puisqu'il est vrai qu'il y a, en théorie, une demande énorme. Et donc, pour le monde agricole de façon générale, c'est potentiellement une belle opportunité, à certaines conditions.
Alors, c'est une belle opportunité parce que c'est un marché sur lequel on sait que les contraintes réglementaires vont se durcir, parce qu'on sait que les entreprises qui, même quand elles font un effort pour réduire leurs propres émissions, il leur reste une empreinte résiduelle et qu'elles vont avoir besoin de compenser. Et pour les compenser, il faut qu'elles puissent générer des projets qui vont, en gros, générer une réduction d'émissions par rapport à la situation antérieure. C'est ça le principe du label bas carbone. Ce n'est pas juste de stocker ou séquestrer du carbone, c'est de dire, si on fait ce projet, la situation sera meilleure que si on ne l'avait pas fait. Et donc, en finançant ces projets, les entreprises, demain, vont à la fois financer des pratiques vertueuses en agriculture et leur permettre de compenser leur propre empreinte résiduelle. Le principe général, c'est ça. Mais c'est encore très balbutiant parce qu'en fait, ça s'applique à très peu de projets aujourd'hui, essentiellement des projets liés à la forêt. Il commence à y avoir des projets agricoles, hein. Enfin, par rapport au potentiel gigantesque de capacité de séquestration du monde agricole, c'est encore très faible. Et donc, effectivement, le point clé, ça sera le prix. Mais pas seulement. Sur le prix, moi, très clairement, j'ai toujours plaidé pour un prix qui se rapproche de ce qu'on appelle la valeur tutélaire du carbone. Alors, c'est un concept un peu économique, un peu fin, mais disons que le prix, il va forcément trouver un équilibre entre deux choses. Ça, c'est facile à comprendre. Première chose, il faut qu'il y ait quand même un vague rapport entre le prix de revient et la rémunération, parce qu'un projet bas carbone, ça a un prix de revient pour un agriculteur. Parce qu'il va mettre en place un système de traitement des effluents de ses bovins, parce qu'il va, je ne sais pas moi, baisser son rendement, parce qu'il va changer ses pratiques. Enfin, il peut y avoir un tas de choses qui génèrent un coût pour l'agriculteur. La moindre des choses, pour commencer à discuter, c'est que ce coût soit pris en charge. Et puis, le deuxième niveau d'équilibre, c'est que, évidemment, il faut que les financeurs acceptent de payer suffisamment pour générer des projets. Parce que honnêtement, à 30 € la tonne, on ne sait pas encore, la méthode grande culture n'est pas encore publiée, mais enfin, si vous faites une demi-tonne par an et par hectare, si c'est pour gagner 15 € par an et par hectare, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce qu'on s'est fait plaisir en imaginant une méthode, mais à la fin, il n'y aura pas de projet, donc ça ne servira à rien. Donc, il est clair que la génération de projets va être directement liée à l'acceptabilité du prix par des financeurs qui vont dire, puisque j'ai des besoins importants en tonnage, j'accepte de payer ce qui va créer l'offre. C'est toujours pareil, c'est un problème d'offre et de demande. Voilà. Et à l'accroisement de ces deux équilibres, prix de revient, rémunération, et c'est formidable que l'agriculture puisse être rémunérée pour sa capacité de séquestration du carbone. Et aussi, demande par rapport à l'offre, tant qu'on ne paye pas, on n'aura pas beaucoup de projets, et finalement, tout ça va pousser forcément à une hausse du prix carbone. C'est qu'une question de temps. Moi, j'estime honnêtement qu'à 30 ou 40 € la tonne, ce qui est déjà significativement plus cher que du carbone bolivien ou angolais, hein. Mais on se fait plaisir, ça n'aura pas d'impact. Or, quand même, l'enjeu, c'est de réduire notre trajectoire carbone. Et pour la réduire, il faudra bien investir. Sinon, on ne générera pas de projet, une fois de plus. Et par ailleurs, il est évident que pour ces entreprises-là, une tonne de carbone français tracé, certifié par l'État, dans une grande sécurité juridique, avec des co-bénéfices et un ancrage local, ça a forcément plus de valeur qu'une tonne de carbone sur un projet de 100 000 hectares en Bolivie. Enfin, je veux dire, ça me paraît évident. Alors Pascal, peut-être prenons un tout petit peu de recul vers la Suisse où vous êtes et où justement vous mettez en place, vous expérimentez des choses un peu à l'interface entre qu'est-ce qui est de l'ordre du soutien plutôt public, des rémunérations, des subventions aux agriculteurs pour mettre en place des pratiques agroécologiques, notamment de régénération des sols, et l'articulation avec ce qui est de l'ordre du soutien plutôt privé, du crédit carbone ou de la rémunération carbone. Alors, vous travaillez à mettre sur pied un peu des nouveaux modèles, on va dire, de subvention des agriculteurs basés sur le résultat des bonnes pratiques agroécologiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et comment est-ce que ça s'articule, si ça s'articule en Suisse également avec un crédit carbone, sur quelle base est-ce que ça se fait? Oui, alors il y a plusieurs logiques, je vais essayer d'être bref quand même, il y a plusieurs logiques qui sous-tendent ce qu'on essaie de faire. Il n'y a pas encore de politique claire au niveau fédéral, c'est en réflexion. Là, je vais parler de ce qui se passe au niveau cantonal puisqu'on est une confédération, et donc en particulier l'État de Genève.
Donc sur Genève, les réflexions. D'abord, il y a une réflexion de base extrêmement importante, c'est qu'il est très dangereux de viser de la séquestration de carbone pour elle-même. C'est la porte ouverte à toutes sortes d'âneries, je me permets de dire ce mot, mais qui sont extrêmement séduisantes pour le décideur et le business, puisqu'elles sont, je les compare aux publicités sur les régimes amincissants, vous avez la photo avant-après. Effectivement, si on vient déverser les tonnes de je ne sais quoi et les enfouir à 80 cm dans un sol, il y a l'avant et l'après, et on a mis du carbone. Il y a un business plan et c'est très clair. Alors, j'ai l'air comme ça de forcer le trait, mais on n'est pas très loin de choses qui sont proposées, qui sont soutenues par la recherche, etc., pour lesquelles vous n'aurez aucun impact positif, ni pour le moyen de production qu'est le sol pour l'agriculteur, ni pour les services écosystémiques. Ça peut même être une porte ouverte à de grandes dérives. Ça paraît évident comme ça. Attention au pouvoir de séduction de ce genre de choses. Donc, un préalable très important, et qui, en Suisse, je pense, pas mal d'autres endroits aussi, mais sans faire consensus, c'est qu'on va passer par l'amélioration de la qualité des sols, et que le bénéfice collatéral, c'est qu'on aura séquestré du carbone. Ça, c'est un point important, et nous, c'est soutenu ici par le fait qu'on est capable de faire des bilans depuis 25-30 ans sur toutes les parcelles en fait, du territoire, et on sait très bien qui séquestre, qui émet et pourquoi. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours de publication, certaines le sont déjà, mais on fait des liens. Donc on sait aussi que les séquestrations de carbone qu'il peut y avoir dans un centre d'exploitation sont bien plus élevées que ce qu'on pouvait imaginer. Les pertes aussi. Mais, donc c'est du grain à moudre. Voilà. Alors, ça, c'est la première considération. La deuxième qui est très importante, c'est que on a un débat entre l'économie, ce qui relève de l'environnement, ce qui relève de l'agriculture. Et alors ensuite, ce qui apparaît très clairement, c'est que l'agriculture dit, nous, on est là pour soutenir la qualité des sols, les agriculteurs. Le business carbone, ce n'est pas forcément notre rayon. Alors, ça, mis côte à côte avec ce que j'ai dit avant, c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'on va pouvoir travailler sur la qualité des sols et en parallèle travailler sur la rémunération carbone. Et ça paraît assez sain. Or, il faut effectivement éviter d'avoir des systèmes, c'est un problème juridique notamment, hein, d'avoir des systèmes dans lesquels on ne sait plus très bien qui a payé quoi 2 fois, 3 fois, 1 fois. Voilà. Donc, séparer les choses, ça paraît très important. Donc, on part sur ces bases-là. Troisième chose, on l'a senti en subliminal, mais c'est un point de discussion important, c'est faire un bilan carbone, c'est pas simple sur des parcelles. Et les changements significatifs ne sont généralement pas détectables à 1, 2, 3 ans, il faut aller plus loin. 5 ans, 10 ans, ce qui pose pas mal de problèmes d'administration de ce type de soutien. D'où le recours d'ailleurs à la modélisation, à différentes choses. Bon. Par contre, ce qu'on sait très bien, en tout cas nous on a la chance de le savoir sur nos territoires, et puis c'est relativement bien calé aussi par la recherche pour pas mal de points, c'est quels sont les leviers de cette séquestration de carbone. En particulier du carbone, ce que j'appelle endogène, c'est-à-dire séquestré sur l'exploitation, c'est-à-dire par la photosynthèse sur l'exploitation. Voilà. Donc, ces leviers, on les connaît, on peut appuyer dessus, et ces leviers sont des leviers agronomiques, hein, couverts végétaux, travail du sol, etc. Et ceux-là, ils sont sur un REC manuel. Voilà. Dernier argument, on connaît l'échec de toutes les politiques d'obligation de moyens. D'un point de vue agro-environnemental, c'est connu, c'est largement analysé, pas à 100%, il y a des choses qui ont marché, hein, mais il y a globalement des résultats très insatisfaisants. Et il y a une tendance maintenant lourde qui est de dire on peut peut-être travailler par obligation de résultats. Ce qui, prononcé comme ça, peut faire peut-être peur, mais ce qui finalement convient très très bien, pour des raisons qu'on pourra détailler, aux agriculteurs. Chez nous, ils nous poussent à ça. Hein. Ils nous demandent d'être radicalement dans ce sens. Ouais. Donc, en rassemblant toutes ces idées, le schéma qu'on met en place, c'est un schéma de rémunération au résultat sur les leviers de la séquestration. Pour faire simple, quitte à forcer le trait, biomasse des couverts végétaux et des cultures associées, indice d'impact mécanique sur le sol, et puis, pas un bilan de fumure complet, mais le bilan des imports-exports de biomasse. Voilà. Et ces 3 leviers, on est en train de le publier au niveau scientifique, ça c'est toujours un peu plus long, mais on les connaît bien maintenant et on sait quelle échelle de valeur on peut leur donner par rapport à une performance carbone. Et là, on offre un panel de choix aux agriculteurs, la rémunération va venir au résultat sur ces différents leviers, ils les combinent comme ils veulent, et il y a une souplesse aussi, c'est-à-dire qu'ils peuvent introduire des modalités lorsque, par exemple, on développe tout ce qui est culture associée, couvert permanent, etc. Donc, il s'agit simplement de leur donner leur échelle de valeur, mais c'est basé sur des observations, et donc on est sur un terrain relativement sûr. Alors là, donc, dans ce cas, ça relève de l'agriculture, et on soutient ces pratiques qui sont bonnes pour l'ensemble des services écosystémiques, notamment adaptation au changement climatique, érosion, etc. En parallèle, des privés rentrent dans le projet et disent, nous, on est acheteurs des crédits carbone correspondants. Voilà. Donc là, rendez-vous est pris à 5 ans. Plus. Et cette fois-ci, ce résultat carbone, il est négocié avec les privés. Voilà. Donc, on essaye d'avoir de cette façon une bonne étanchéité et une absence de conflit administratif ou juridique entre les différents services qui sont offerts par l'agriculture.
Merci pour cet apport, parce qu'on voit bien effectivement qu'on a pris un petit peu des chemins différents entre certaines méthodes, les méthodes qui sont utilisées, et la France a plutôt pris le chemin, on va dire, de la modélisation, notamment avec l'outil, on va dire, un peu emblématique là, qui est dans le label bas carbone, qui est un outil de bilan unique, donc finalement qui est parfois, nous on en a fait pas mal sur des fermes, qui est parfois jugé assez chronophage ou complexe pour les agriculteurs, pas toujours bien compris aussi, qui ne permet pas forcément, peut-être Morgane pourra en dire un mot, mais qui n'est pas forcément aisé d'interprétation à l'agriculteur pour vraiment comprendre concrètement quelles sont les meilleures pistes agronomiques qui vont me permettre de réussir vraiment techniquement, et pas juste de savoir que telle ou telle pratique est associée à du stockage de carbone ou pas. Alors Morgane, sur la question de ces outils et de potentiellement l'évolution, et d'aller plus vers des méthodes un peu inspirées de ce que font les Suisses, on sait quelles sont les pratiques les plus porteuses de séquestration de carbone: diminuer l'intensité du travail du sol, faire des couverts avec beaucoup de biomasse, apporter, ne pas exporter des résidus, et en parallèle mesurer du résultat sur la base d'analyse de sol. Est-ce qu'on pourrait tendre vers ce genre de méthode à l'avenir, qui serait peut-être moins coûteuse en termes de dossier ou de complexité pour les agriculteurs? Oui, en fait, ce qui a poussé à faire le choix de la modélisation dans un premier temps dans la méthode grande culture, c'est notamment le coût, parce que aujourd'hui, et François on a parlé, le prix du crédit carbone n'est pas encore est rémunéré très cher. Donc, passer sur une obligation de résultat, enfin en tout cas une mesure, compte tenu de l'hétérogénéité des parcelles dans certaines situations. C'est vrai que une des bases importantes, c'est vrai que c'est que le stockage de carbone à pratique équivalente peut avoir des impacts très différents d'un type de sol à l'autre, et sur des parcelles qui sont assez hétérogènes. Et du coup, pour capter, si on veut passer d'un système qui travaille avec la modélisation d'un système qui passe par la mesure, il faut avoir une densité de mesure, un échantillonnage qui soit assez dense, pour être représentatif et être assez précis dans justement l'impact des pratiques sur la teneur en matière organique des sols, et donc le stockage de carbone. Et du fait du coût et du nombre d'analyses que ça nécessiterait, dans un premier temps, le choix a été fait de dire on va passer plutôt par de la modélisation. Effectivement, la modélisation, elle est ce qu'elle est, elle a des défauts. Après, d'un point de vue du consensus scientifique français, il y a quelques modèles qui ont été vus comme étant les plus valides à ce jour. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont aucune incertitude et qu'ils sont parfaits. Ça veut dire qu'il y a encore des domaines où ils méritent d'être approfondis, améliorés. Mais en tout cas, à ce jour, c'était les modèles qui permettaient d'avoir le meilleur résultat comparé par rapport à ce qui a pu être validé, et qui, en termes de coût, même si ça représente pas mal de données à renseigner, permettent justement d'éviter ce coût important de la mesure ensuite et de l'analyse au sol, de l'analyse de sol. Donc voilà, le choix a été fait, mais je pense qu'effectivement, l'idée n'est pas de s'arrêter là-dessus. Si il y a des méthodes qui proposent de travailler sur de la mesure du carbone avec un échantillonnage, des méthodes d'échantillonnage, de protocoles qui soient satisfaisantes et qui permettent de bien représenter la réalité et l'hétérogénéité des parcelles dans certains cas, je pense que ça peut être très intéressant. Et puis, on peut imaginer aussi que peut-être qu'il y a des instruments demain qui voient le jour, qui permettent de réduire le coût justement d'analyse, et qui du coup ouvrent plus largement la porte à ce type de méthode. D'accord. Alors, je rebondis avec retard sur une phrase que François a prononcée tout à l'heure. Il disait que le label bas carbone était lancé, conçu dans l'idée de améliorer, faire mieux qu'une situation antérieure. Donc, on va dire, grosso modo, réduire les émissions plutôt que à viser du stockage de carbone. Alors, ma question, c'est, puisqu'on a dit que du côté des agriculteurs, ils n'ont pas forcément un énorme intérêt à moins abîmer le sol ou déstocker moins de carbone, mais qu'eux, ils ont plutôt un intérêt à stocker du carbone dans leur sol, augmenter, on va dire, régénérer, améliorer leur sol. Est-ce que finalement,
la meilleure manière de concilier ces deux besoins, ces deux côtés, enfin ces deux faces du monde, c'est pas d'une part chercher à réduire les émissions directes et d'autre part, en parallèle, stocker du carbone. Et donc pour ça, peut-être combiner deux outils. Et là, je vais être obligée, vous m'excuserez, mais c'est la semaine de lancement de l'indice de régénération, donc d'en dire un mot, puisqu'il se trouve que les 3 leviers dont a parlé Pascal tout à l'heure, qui sont les déterminants du stockage de carbone dans les sols, sont intégrés à l'indice de régénération, qui est l'outil que nous avons conçu pour mesurer le niveau agroécologique des fermes. Donc, je rappelle, intensité du travail du sol, biomasse produite par les couverts végétaux, apport des effluents ou export des pailles, tout ça est renseigné déjà dans l'outil, donc on peut déjà, on sait, donc on dispose déjà d'un outil de diagnostic sur les fermes qui permet d'identifier les fermes qui sont sur une dynamique de stockage de carbone ou qui sont sur une dynamique de déstockage. Donc ça, combiné peut-être avec une quantification des émissions, par des bilans carbone des émissions directes, est-ce que ce ne serait pas finalement un outil qui permet à la fois de les amener à réduire leurs émissions directes et à améliorer leur sol. Et donc d'avoir, je dirais, les bénéfices des deux aspects. Peut-être François, est-ce que c'est peut-être la synthèse des besoins des deux mondes? Écoute, Léa, puisque tu m'en donnes l'occasion, moi, ce que j'aime bien dans cet indice de régénération, c'est qu'en fait, il renverse un peu la proposition. Et de ce point de vue-là, je m'inscris totalement en accord avec ce que disait Pascal tout à l'heure, c'est-à-dire avoir l'obsession, pour des raisons géopolitiques, de réduire nos émissions carbone, ça peut conduire à des aberrations agronomiques. Et ça l'a fait. On a des exemples précis. Mais ce que j'aime bien donc, dans cet indice de régénération, c'est qu'en fait, il renverse la proposition et il dit le stockage de carbone n'est pas le but, il va devenir la conséquence d'un sol plus vivant. Je schématise, mais enfin, c'est ça le principe général. Et donc, il faut mettre en place des pratiques qui vont permettre au sol de vivre, de revivre, de se régénérer, et par conséquent, ça va améliorer le bilan carbone de la parcelle. Ce qui est profondément juste. Je voudrais juste rappeler qu'il y a en gros 3 moyens dans un projet bas carbone de réduire les émissions. Il y a la capacité de captation du sol, dont on vient de parler. Il y a la capacité de captation du végétal, pour faire simple. Dans le cas d'un verger, c'est assez évident, visuellement, on voit bien le sujet. Et puis, il y a les réductions d'émissions. Je rappelle que l'agriculture est responsable d'à peu près 19% de nos émissions de gaz à effet de serre en France, et que donc elle-même, elle a une forte capacité à réduire ses propres émissions. Et là, il y a 2 façons. Il y a, vous passez moins en tracteur sur la parcelle, vous réduisez les émissions directes et vous mettez moins de phyto, par exemple, qui eux-mêmes nécessitent du carbone pour être produits. Alors là, vous réduisez vos émissions indirectes. C'est ça le principe général. Donc, c'est la mise en place d'un certain nombre de choses qui aura pour conséquence d'améliorer le bilan carbone de la parcelle. Mais parmi tout ça, je suis totalement d'accord avec l'idée que la clé, c'est en fait des sols plus vivants, c'est de retrouver un équilibre agroécologique plus conforme à la réalité de la nature, ce qui par conséquent va améliorer le bilan carbone. Et par ailleurs, évidemment, il faut mesurer la baisse des émissions directes dont je parlais. Et donc, j'ai bon espoir qu'on puisse, comme toutes ces méthodes bas carbone sont évolutives par nature, et que plus on aura d'outils et de connaissances, plus on pourra les améliorer. J'ai bon espoir qu'on puisse avoir un indice de régénération des sols intégré dans chaque méthode un jour. Alors, on avait hier après-midi la seconde table ronde de la semaine, notamment avec Alain Peters, qui est aussi membre de notre comité scientifique et qui est membre secrétaire général de Agroecology Europe, et qui nous disait qu'à son avis, l'indice de régénération était le type d'outil qui pouvait être très pertinent pour construire des écodispositifs dans la PAC, pour flécher des subventions de la PAC vers des agriculteurs qui sont dans la régénération de leur sol. Alors, est-ce que c'est le genre d'outil dont on a besoin, c'est-à-dire un outil commun pour à la fois que l'agriculteur, sur la base du même outil, puisse recevoir des subventions publiques dans le cadre notamment de la politique agricole et en parallèle pouvoir s'articuler et de manière presque, j'allais dire, sans douleur, puisque c'est le même outil. On évite toujours de multiplier les outils, les diagnostics, les audits chez les agriculteurs qui en ont souvent par-dessus la tête, qui peut, avec le même outil, permettre d'avoir des crédits carbone
et donc de valoriser, d'avoir, on va dire, un petit surplus, parce que malgré tout, ils rendent un service à ceux qui polluent, on va dire, aux entreprises qui émettent et que eux stockent. Donc voilà, ils pourraient valoriser en plus sur du marché plus privé. Enfin, c'est une question qu'on a d'un éditeur qui ne comprend pas bien qu'aujourd'hui, on fait vraiment peser sur le marché privé cette problématique du carbone qui, d'après lui, concerne vraiment, est un bien commun, donc devrait concerner plutôt le public. Donc, est-ce que cet indice de régénération peut être un peu à la jonction de public-privé, soutien à l'agriculture et rémunération carbone? Morgane ou François, je ne sais pas lequel veut réagir. Oui, je pense qu'effectivement, il faut réussir à trouver un outil qui puisse vraiment donner cette vision de bilan net et de bien, à chaque fois, travailler en même temps sur les réductions d'émissions de gaz à effet de serre et l'amélioration du stockage de carbone dans les sols notamment et dans la biomasse. Après, je pense que chaque indice a peut-être des objectifs qui doivent être différents. Enfin, je pense que le label bas carbone va être très pointu, très fin dans la comptabilisation. Donc, du coup, va demander pas mal de données à collecter pour arriver à un bilan net qui soit le plus précis possible. Et donc, il va servir plutôt au marché carbone parce que les investisseurs, les acheteurs de crédit carbone vont être demandeurs d'un certain niveau et de précision sur ces crédits carbone. Et après, je pense qu'effectivement, le label bas carbone n'est pas une fin en soi et que pour accompagner les agriculteurs dans la démarche, effectivement, je vous rejoins sur le fait que la fin en soi, ce n'est pas le stockage de carbone, c'est régénérer leur sol et travailler sur la fertilité de leur sol. Et peut-être que voilà, l'indice et la boussole que vous proposez, à mon avis, est un indicateur qui s'adapte bien pour l'accompagnement des agriculteurs et puis aussi peut-être pour parler aux consommateurs parce qu'il faut aussi quelque chose qui soit simple et clair. Mais voilà, je pense que en tout cas, les différents indicateurs peuvent aussi s'associer parce qu'ils ne répondent pas forcément toujours aux mêmes besoins et au même public derrière et dans le même objectif d'accompagnement. Et peut-être juste pour rebondir sur la remarque, le fait de demander à des entreprises polluantes de payer et de financer des agriculteurs qui, eux, vont stocker à leur place. Effectivement, ça pose la question de neutralité carbone à l'échelle des entreprises, qui est un concept qui a pas mal été discuté à l'échelle nationale et internationale ces derniers temps, parce qu'on a vu pas mal d'entreprises s'emparer de la neutralité carbone, dire je suis neutre en carbone, ce qui fait que effectivement à l'échelle ça n'a pas de sens parce que ça ne fait que reporter les émissions. Si une entreprise ne met en place aucun effort pour réduire ses émissions, mais qu'elle finance d'autres acteurs pour les compenser sans travailler sur sa réduction, effectivement, on ne va pas aller dans le sens des accords de Paris et d'une neutralité carbone à l'échelle internationale. Donc, l'idée est de travailler et de basculer plus d'un concept de neutralité carbone à l'échelle d'une entreprise qui n'a pas vraiment de sens parce que la neutralité carbone, elle doit se raisonner à l'échelle de la planète. Et de passer plutôt sur un concept de contribution. Chaque entreprise contribue à telle hauteur en termes d'achat ou en termes de financement. Et finalement, peu importe ce qu'elle émet, l'idée, c'est que chacun fasse sa part et contribue à la fois à la réduction et à du stockage de carbone, mais sans clamer ce terme de neutralité carbone à l'échelle d'une entreprise. Donc, c'est effectivement, en tout cas, quelque chose une problématique qui a été relevée et qui est en train d'essayer d'être travaillée à l'échelle française et puis internationale également. D'accord. Alors, Pascal, vous disiez tout à l'heure que les agriculteurs suisses poussaient pour de la mesure des résultats chez vous, qu'ils étaient vraiment demandeurs. Plutôt, j'imagine que l'alternative, c'est plutôt des obligations de moyens, il faut semer des couverts, il faut, etc. Alors, on peut comprendre l'idée, probablement qu'il y a un côté simplification, on est plus libre, on est jugé sur le résultat, il y a différentes manières d'atteindre ce résultat.
À l'inverse, on peut se dire que peut-être ça peut être perçu comme une prise de risque pour certains agriculteurs qui sont peut-être les moins techniquement sur d'eux ou les moins avancés, parce que qu'est-ce que je fais l'année où, manque de bol, mes couverts n'ont pas levé, où j'ai dû ressortir la charrue parce que j'ai eu un gros problème. Et donc, on a une année où voilà, ça n'a pas marché, le résultat n'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on perd sa subvention pour l'année? Comment est-ce qu'on gère ça? Alors, le plus important à dire, c'est qu'il faut se reporter au canon du domaine, c'est-à-dire que c'est très étudié et très analysé, et donc on sait comment il faut construire quelque chose au résultat. Ça ne s'improvise pas sur un coin de table. On a la chance d'avoir eu beaucoup de choses qui ont été essayées, analysées, digérées, et donc le vade-mecum existe. Alors par exemple, la prise de risque, ben oui, ça existe, et comment est-ce qu'on équilibre cette prise de risque? Est-ce qu'il y a des risques, par exemple climatiques, donc tout à fait en dehors du contrôle des agriculteurs? Il n'en faut pas, etc. Donc c'est clair qu'il va falloir tout le travail après pour l'interaction entre la recherche, l'encadrement et les agriculteurs, c'est d'arriver ensemble à un consensus sur un système qui est motivant et dans lequel il n'y a pas ces risques. Voilà. Donc, on ne va pas tomber de la Lune avec des arguments qui sortent d'une station de recherche sans avoir été validés sur le terrain, par exemple. Il faut effectivement quelque chose qui est opérationnel sur le terrain. Et ensuite, c'est un menu qui est offert. Donc, ce qu'on voit à ce moment-là, c'est que c'est une diversification, finalement, et donc qui va dans le sens contraire d'une prise de risque, c'est-à-dire que les ressources de l'agriculteur se diversifient. Il peut plus ou moins mettre l'accent sur des ressources qui sont agro-environnementales, en même temps qu'il a la base de production de son exploitation. Et ça, c'est un choix et un arbitrage qui peut se faire chaque année en fonction des conditions, en fonction des objectifs. Et là, ça donne beaucoup plus de créativité et beaucoup plus de capacité d'adaptation. Maintenant, c'est pourquoi les agriculteurs insistent là-dessus. Effectivement, d'abord, il y a ces éléments-là, il faut qu'ils soient clairs et transparents pour eux, et puis ils sont bien assez grands pour nous dire « non, mais votre truc, ça ne marche pas », ou « oui, on voit bien comment l'utiliser », première chose. Ensuite, il y a, tu l'as évoqué, la simplification. Effectivement, parce que là, rendez-vous est pris sur quelques indicateurs simples, il faut les avoir mis au point, hein, on les a, et puis à ce moment-là, ils sont partagés, ils sont relevés par eux, et puis on a considérablement alourdi la pile administrative. Et puis, alors, un argument qui porte énormément, c'est que dans ce cas, la rémunération qui est perçue est beaucoup mieux acceptée par le public, puisque c'est bien un service qui est rémunéré. Voilà. Et les agriculteurs, ils n'en peuvent plus d'être traités de tous les noms, parce qu'ils sont sûrs, à la fois, ils ne font pas ce qu'on leur demandait, et en même temps, ils n'améliorent pas l'environnement, et en même temps, on les couvre de subventions, etc. J'en ai pas vu beaucoup garer leur Bentley au bord du champ avant d'aller faire le travail, mais enfin, il y a cette espèce de... Et ça, c'est quelque chose qui marque les agriculteurs. Et on voit bien que quand on développe ce raisonnement-là, c'est un point qui relève beaucoup plus que je ne l'aurais pensé. Donc, ils sont attachés au fait, et là, sur Genève, donc, on est en train d'essayer de mettre en route tout ce projet qui a été conçu avec eux pour cet aspect. Donc, c'est le plan climat de la République de Genève, hein, tout simplement. Il y avait encore évidemment que les tutelles administratives sont impliquées, donc il y avait encore des gens qui étaient entre deux chaises en disant oui, mais il faudrait quand même mettre un droit d'entrée, quelque chose, enfin, des soutiens au cas où pour ceux qui n'arriveraient pas, et ce sont les agriculteurs qui ont dit non, on fait du résultat punch-loose. Et puis, on veut ces indicateurs simples, ne compliquez pas le système, ça on prend. Donc, ça vaut le coup de rentrer dans ce dialogue, mais encore une fois, pas en pensant tout inventer sur un coin de table. Ce sont des techniques qui sont étudiées, publiées et qu'il faut mettre en place comme telles. D'accord. Alors, je vais passer la parole à François. Ma question, c'est en France, peut-être à la différence de la Suisse, le label bas carbone a émané du ministère qui n'est pas celui de l'agriculture, mais de la transition écologique. Alors, ce n'est pas anodin. Et on peut avoir, en tout cas pour les gens qui sont un peu sur le terrain, ou dans le milieu du développement agricole, du conseil, on peut avoir un peu l'impression que le marché pour le stockage du carbone s'est un peu développé avant celui de l'accompagnement des agriculteurs dans leur transition. Parce que, bon, on ne peut pas nier, même si on y travaille, et en particulier pour une agriculture du vivant, à travailler dans un réseau où on fait beaucoup pour amener, sensibiliser les agriculteurs, faire des journées techniques, faire des échanges de pratiques entre les agriculteurs, former les techniciens des coopératives, des négoces à l'agroécologie et à ces techniques-là, malgré tout, pour que tout le monde aille dans la même direction et que le mouvement se lance vraiment je dirais, dans une grande ampleur et d'une grande envergure. Ça prend du temps. Est-ce que finalement, ce label bas carbone, il n'arrive pas un peu tôt par rapport à où en est le monde agricole dans son ensemble? Comment est-ce que tu vois les choses, François? Non, parce que je pense
contribue, avec toutes les réserves, et je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Pascal, il contribue quand même à faire progresser les choses, à faire réfléchir le monde agricole, mais aussi à faire réfléchir les Français, puisque c'est une façon, effectivement, comme le disait Pascal, de réconcilier le consommateur avec l'agriculteur. Alors, je ne sais pas s'il faut que ce soit qualifié d'un service rendu, mais la réalité, c'est que toutes ces mesures n'auront d'avenir que si elles sont à la fois vertueuses en termes d'environnement, parce qu'on en a tous en vue, en termes agronomiques et donc en capacité de production pour l'agriculteur, et aussi en termes économiques, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Si on n'a pas, il y a un vrai sujet derrière tout ça, c'est comment vivront les agriculteurs dans 20 ans et est-ce qu'on aura encore des agriculteurs dans 20 ans? Et oui, moi, il ne me paraît pas insensé que leur contribution à l'amélioration de notre bilan carbone, disons national, et leur contribution aussi à l'amélioration de la biodiversité, etc., puissent être rémunérés. Et alors, je ne suis pas du tout dans l'optique, il faut faire très attention à ça. Il y a des pollueurs et puis il y a les vertueux. Il faut juste être réaliste. Moi, je suis là, je vous regarde sur un ordinateur. Tout ce qui est dans la pièce a nécessité une consommation de carbone, y compris l'ordinateur. Donc, ils peuvent faire tous, y compris le fabricant d'ordinateurs, des efforts pour réduire leurs émissions. Mais enfin, ils n'arriveront jamais à zéro. C'est impossible de fabriquer un ordinateur avec zéro carbone. Donc, le sujet, c'est que chacun fasse un effort et effectivement arrive par ailleurs à compenser son empreinte résiduelle. Et dans ce cadre-là, si on trouve un bon modèle économique, ça va normalement générer un effet positif, un effet d'entraînement positif. Et dans le bon modèle économique, parce qu'on n'a pas répondu très clairement sur la valeur du carbone tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait c'était une question d'équilibre et que donc la valeur allait nécessairement à mes yeux augmenter. Pour moi, le bon niveau, c'est un niveau dans lequel on rémunère d'une part le coût direct pour l'agriculteur, parce que ce n'est pas gratos de monter un projet bas carbone, il n'y a quand même aucune raison qu'il le fasse si il n'a pas déjà ses coûts qui sont couverts. Ensuite, qu'on rémunère les co-bénéfices qui sont tous précisés dans les méthodes et on pourrait effectivement les améliorer avec un outil comme l'indice de régénération des sols. Parce que plus il y a de co-bénéfices, plus les financeurs sont intéressés par le projet. Parce que ça, c'est des choses qu'on arrive à mesurer en France et qu'on ne mesure pas nécessairement au Gabon ou en Angola. Et puis, à la fin, il faut que tout ça laisse à l'agriculteur, à mon sens, pour générer des projets. Ce n'est pas parce que je suis un garçon particulièrement vertueux, c'est juste parce que sinon, on parle de rien. Sinon, il n'y aura pas de projet. Donc, à mon sens, il faut que ça lui laisse une marge, c'est-à-dire en dehors de son coût, de 50 à 60 euros selon le niveau des co-bénéfices qu'il aura atteint, plus son coût. Sinon, on va se faire plaisir. On a inventé un truc qui plaît beaucoup à mes amis parisiens qui roulent en trottinette et font pousser du basilic sur le balcon, mais ça ne servira à rien. Et donc, pour avoir des projets, il faut forcément qu'on accepte que, non pas les pollueurs, mais les entreprises qui ont fait leurs propres efforts et qui, forcément, il y a toujours une empreinte résiduelle, acceptent de contribuer, comme disait Morgane, à l'amélioration de notre trajectoire carbone. Et bien, celle-là, il faut qu'elle paye suffisamment pour générer des projets. Parce que là, par contre, ça va générer des volumes qui sont importants. Voilà, parce que la capacité totale, si vous voulez, c'est énorme, la capacité de captation de l'agriculture française. Il n'y a qu'à voir nos paysages. Donc, plus on ira vers une agriculture qui sera à la fois performante économiquement, parce que sinon, il n'y en aura plus, et qui sera performante en termes environnementaux, alors, par conséquent, on va améliorer notre trajectoire carbone et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas rémunéré correctement. Alors oui, sur cette, alors le potentiel est énorme, mais Morgane, j'aurais voulu vous faire réagir, vous, sur une étude que AgroSolutions a réalisée ces derniers mois sur, de mémoire, quelques fermes dans le Grand Est, quelques dizaines de fermes dans le Grand Est, justement pour tester cet outil, le label bas carbone. Et alors, apparemment, les résultats ont montré que finalement, le stockage qui était atteint sur ces fermes-là était plutôt en deçà de ce qu'on pensait atteindre, de mémoire, plutôt autour de 1 tonne de carbone par hectare, voire même un peu moins. Alors peut-être on pourra, ce serait intéressant de discuter ça, donc ces données-là, et puis celles de Pascal, lui, sur les fermes qu'il a suivies, où de mémoire, il trouve quand même des écarts et des niveaux sur certaines fermes qui sont très, très élevés. Alors comment est-ce que vous avez analysé, vous, ces résultats? Et du coup, est-ce que vous êtes soit très optimiste sur la marge de progrès, ou alors pessimiste en se disant, finalement, quels sont les agriculteurs si c'est tout ce qu'ils peuvent espérer, c'est
1 tonne de carbone par hectare, qui sont les agriculteurs qui vont aller dans ces projets-là, si les volumes de carbone sont si faibles? Oui, effectivement, on a mené une étude avec un outil qu'on a développé, qu'on est en train d'affiner là, justement, dont l'objectif est de faire vraiment le bilan carbone complet à l'échelle d'une exploitation, donc en suivant les émissions de gaz à effet de serre et le stockage de carbone, donc, et en conformité donc, avec la méthode label bas carbone du grande culture. Donc en testant sur un panel de 10 fermes dans le Grand Est. L'idée, c'était d'aller voir ces fermes et de travailler avec eux sur quels sont les leviers bas carbone qu'ils peuvent mettre en place sur leur ferme. L'idée, c'était pas d'avoir une recette toute faite et de leur dire, voilà, vous allez mettre en place ce levier, ce levier, ce levier. C'était de lister voilà, tous les leviers qui peuvent exister à l'échelle d'une ferme pour soit réduire les gaz à effet de serre, soit augmenter le stockage de carbone dans les sols, et de voir avec eux ce qui était envisageable en fonction de leur système de culture, de leur type de sol. Donc voilà, on a défini pour chacune de ces 10 fermes un ensemble de leviers qui n'étaient pas les mêmes pour tous, pour toutes. Et puis on a simulé, donc avec l'outil qu'on a développé, le potentiel d'atténuation finalement de ces différents leviers à l'échelle des 10 fermes. Et donc, effectivement, là, on ne parle pas que de stockage de carbone, on parle à la fois d'émissions de gaz à effet de serre et de stockage de carbone. Et donc, on est effectivement entre, la moyenne est plutôt autour de 0,5, mais on va de 0 à 1,5 tonne de CO2 par hectare et par an évité ou stocké. Ce qu'on a vu et ce qu'on a mis en évidence, c'est que, en fait, trouver le bon équilibre entre réduction des émissions et stockage de carbone dans les sols est vraiment pas évident, parce que quand on va avoir tendance à réduire les intrants, et réduire par exemple les intrants, la fertilisation, on va réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais du coup on va aussi réduire potentiellement dans certains cas la biomasse produite et donc le stockage de carbone dans les sols. Inversement, dans certains cas, pour augmenter la biomasse produite à l'échelle du système de culture et restituer plus de biomasse au sol, on va, dans certains cas, augmenter les intrants. Et donc, les intrants vont avoir des émissions de gaz à effet de serre associées. Donc, voilà, en fait, c'est là où on a identifié le vrai besoin d'avoir un outil de conseil adapté aux exploitations, parce que en fait, c'est vraiment pas évident de trouver le bon équilibre et d'avoir des exploitations qui à la fois stockent du carbone et réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est vrai qu'on peut se dire 0,5 à 1 tonne de CO2 équivalent par hectare et par an, c'est peu. Mais en même temps, 1 hectare de blé, ça émet 3 tonnes par hectare et par an de CO2. Donc, c'est déjà une réduction de quasiment 20%. C'est assez en phase avec ce qui est notamment défini dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone. Donc, c'est sûr que c'est peu. Mais je pense que le problème, c'est pas que ça soit peu. Le problème, c'est effectivement que le prix du carbone n'est pas suffisamment bien payé. Et que c'est voilà, plutôt sur cet aspect-là, de prix du carbone payé à l'agriculteur, qu'il faut travailler, en associant effectivement, en faisant augmenter le prix du carbone, notamment via le système de marché du carbone volontaire. Mais aussi, je voyais dans les questions et dans les remarques l'idée d'associer des financements publics et des financements privés. Je pense que c'est une très bonne idée et ça permet voilà, de mettre le pied à l'étrier, d'accompagner les agriculteurs sur faire des bilans carbone d'exploitation. Ça coûte un peu cher. Avoir un financement public pour les accompagner là-dedans, c'est une bonne idée. Et ensuite, on peut voilà, se dire les privés vont ensuite contribuer avec le crédit carbone à le maintien, le développement des pratiques dans le temps. D'accord. Et alors, pour finir cette table ronde, Pascal, peut-être une note d'espoir issue des travaux dont tu nous parlais tout à l'heure sur les fermes suisses que ton équipe a pu suivre et regarder l'évolution des sols, des matières organiques. Tu disais certains stockent beaucoup, enfin, ça augmente beaucoup la teneur en matière organique. Alors voilà, donne-nous un petit peu d'espoir. Qu'est-ce qu'on peut espérer si on arrive à généraliser un peu ces pratiques-là, vers quoi on peut tendre?
Oui, alors là, on parle de résultats sur des milliers de parcelles, puisque en fait, par définition, on a un monitoring à peu près toutes les parcelles. Après, c'est une question de qualité de données, on filtre pour être sûr d'avoir la qualité. Mais on a en gros une distribution des taux d'évolution qui sont annuels, entre moins et plus 40 pour 1000. Donc 4%, de moins 4% à plus 4%. Donc déjà, la partie négative veut dire qu'on a un potentiel de gain énorme. Et puis la médiane, elle a évolué entre la fin du XXe siècle, on était à moins 5 pour 1000. On est passé par la neutralité vers 2006-2007. Et on est aujourd'hui, on a dépassé le 4 pour 1000 en moyenne 2012, et aujourd'hui, on n'est pas loin des 10 pour 1000. Voilà, en moyenne, en comptant tous les négatifs. Il y a des gens, donc des parcelles en grande quantité qui sont à 10, 20, 30, 40 pour 1000. Et si vous regardez ça, on est donc sur des stockages qui sont de 2 à pas loin de 10 tonnes hectares en équivalent CO2. Attention, parce qu'on parle souvent de carbone, CO2. En fait, tout ce qu'on a dit, je pense, en chiffres était du CO2. Voilà. Donc, voilà. Alors, en plus, disons, il y a une très bonne cohérence avec ça, c'est les rétrospectives qu'on a pu faire sur 25-30 ans. Sur les 10 dernières années, on a toutes les pratiques sur chaque parcelle de façon détaillée. Donc, on peut vraiment faire une méta-analyse et voir quels ont été les leviers efficaces ou, encore plus intéressants, ceux qui n'ont pas joué. Ça, c'est important aussi. Voilà. Et donc, effectivement, reste à pouvoir… On a la possibilité de le faire. Et ça a été fait par des agriculteurs dans un cadre où il n'y avait pas d'aide pour le faire. Donc, ce qui est important après, le dernier élément qu'on a pu avoir, c'est la marge brute hectare. Et la marge brute hectare, elle est neutre par rapport au taux d'évolution carbone. Donc, ça veut dire que vers à moitié plein, les gens ont pu le faire malgré tout, mais vers à moitié vide, ça n'est pas soutenu. Voilà. Donc maintenant, il faut créer les conditions pour que cette partie négative de l'histogramme, elle bascule de l'autre côté. Et là, on peut effectivement, entre guillemets, un peu rêver parce qu'on fait beaucoup mieux que ce que produisent les résultats en station. Pour des raisons, on n'aura pas le temps de décrire ici, mais qui se comprennent très bien. Et puis donc, il y a de vraies possibilités. Alors, ces possibilités nous intéressent comme agronomes d'abord pour la qualité des sols et puis pour la qualité de vie de l'agriculteur. Ça se répercute parce qu'on parle de marge brute hectare, ça c'est à la parcelle, mais c'est du temps libre, c'est du plaisir retrouvé au travail, etc. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments positifs. La responsabilité de l'encadrement, c'est de mettre ça en musique. C'est toujours pareil, hein, quand vous avez les outils d'ingénieur, si vous ne les avez pas, vous asseyez, vous pleurez. Quand vous les avez, les solutions d'ingénieur, vous avez 5% de la solution, le reste c'est de la mise en musique. Voilà. Et ça, c'est là qu'on est aujourd'hui. Il faut trouver les bons instruments pour mettre ça en musique, pour que tout le monde s'y retrouve. Mais il n'y a pas de mystère, à mon avis, là derrière. Dernière remarque quand même importante, tout dépend des conditions éco-climatiques et économiques de la sous-région agricole. Donc, le raisonnement qui est fait à l'endroit doit être, évidemment, ce n'est pas table rase, mais il faut l'adapter en fonction des systèmes de production et de leurs conditions éco-climato-économiques. Hein. Donc, on ne peut pas juste copier-coller. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Pascal pour ce mot de la fin qui me permet de faire une transition presque trouvée pour vous annoncer la tenue d'un événement à la fin de l'été, qui te concerne en premier lieu Pascal, puisque tu en es l'organisateur. Donc il y aura le congrès mondial Eurosoil sur les sols du 23 au 27 août en format digital. Et en parallèle de ce congrès, qui est un congrès scientifique, Connect People and Soil, qui est une initiative justement pour parler des sols avec des entreprises, des agriculteurs, des ONG, tout un tas de décideurs politiques, on l'espère, pour faire rentrer tout ce monde-là en synergie autour de la nécessaire préservation des sols. Et enfin, je termine en vous remerciant tous les trois. Merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Et j'informe ceux qui sont intéressés, qui ont entendu parler de l'indice de régénération et qui veulent en savoir un peu plus. On a un atelier de présentation de l'indice de régénération. Donc, pour tout savoir sur l'indice de régénération, comment faire un diagnostic de ferme, voir à quoi ça ressemble sur la plateforme digitale. Donc, je vais quand même vous donner l'adresse. Donc, c'est agroécologie.org. Vous pouvez faire une simulation de votre ferme ou d'une ferme imaginaire. Et voilà, si vous êtes intéressé, il est encore temps de s'inscrire sur notre programme. Et du coup, je vous dis à tout à l'heure dans 15 minutes. Merci beaucoup à tous.